Merci à tous, merci de nous rejoindre sur Africa Sport TV, africasport.org. Nous sommes là pour le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations, pas le bilan intégral, mais le bilan des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition. Le rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations, nous on anticipe pour vous donner toutes les informations, tous les détails concernant donc ces phases de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après donc les phases de poule, il va y avoir justement les huitièmes de finale qui vont se jouer et la Confédération africaine de football a procédé à quelques ajustements, a donné bien entendu des récompenses aux plus méritants pour ce premier tour, et puis il y a eu aussi des coachs qui ont été limogés à mi-parcours qui ne pourront pas donc continuer avec leur sélection vu que ces sélections-là ont été éliminées de la course à la compétition. Je suis avec notre expert, M. Bakardou Barry, avec nous. Bonsoir, M. Barry. Bonsoir, M. Balde. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Voilà, et nous sommes avec Mme Hassatouba. Salut, Madame. Bonsoir et bonsoir à tous qui nous suivent de en forme dans le monde. Un peu, oui. Un peu? Oui. Ah non, il faut que tu sois en forme, Madame, quand même. Hein? Voilà, on a besoin quand même d'une dame qui a quand même du jus. Hein? Ah, mais il faut lever la tête, là. Ah ben? Bien, voilà, allez. Allez, nous allons démarrer donc notre émission justement avec cette information, hein, Monsieur Barry. Justement, le joueur du Sili national boude les séances d'entraînement d'hier et je pense que c'est préjudiciable pour le football guinéen. Un problème de prime qui devrait forcément être payé donc par le ministère des Sports, mais qui a retardé et les joueurs ont décidé justement de sécher les entraînements. Oui, justement, nous l'avons tous appris par voie de presse et dans les réseaux sociaux. Et je pense que c'est vraiment déplorable à cette phase de la compétition qu'une sélection nationale rentre en grève pour des cas prétendus de non-paiement de primes. Et on apprend en deuxième phase que les primes ont été bel et bien payées, mais sauf que les joueurs demandent à ce que les primes soient rehaussées et que ça soit aligné sur un standard sous-régional. Donc, c'est ce qu'on a tous entendu. Maintenant, chacun, les commentaires, chacun va de son commentaire. Va de son commentaire dans ce truc. Mais ce qu'il faut retenir, moi, je pense qu'il est très important à partir de ça, de travailler sur une approche pédagogique pour que les gens comprennent comment ces mécanismes de primes sont élaborés, et comment est-ce que ces primes-là sont octroyées aux athlètes les plus méritants et quelles sont les bases légales qui encadrent tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, il y a un groupe qui s'élève et qui demande qu'on augmente les primes, les gens sont encore toujours à l'ancienne. Ouais. Et cependant, dans ma compréhension, le processus a beaucoup évolué. Aujourd'hui, l'octroi de ces primes reste encadré par une réglementation qu'on appelle l'arrêté conjoint qui est signé entre les différents départements ministériels qui sont liés au processus, notamment le ministère des Finances, du Budget et des Sports. Moi, je pense que c'est le seul document aujourd'hui qui a force de loi et qui est opposable aux uns et aux autres. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans ça, l'équipe nationale est une mission de service public. Ouais. Et si nous nous en tenons à la législation nationale et à l'octroi des primes publiques, moi, je me dis aujourd'hui, c'est du fait qu'on a tenu de la spécificité du sport et du football, ce qu'on appelle la réglementation particulière du football, qu'on octroie des primes à des dizaines de milliers de dollars. Ouais. Sinon, les missions de service public, les missions de l'administration publique, tout le monde connaît à combien c'est chiffré, parce que ça aussi c'est encadré par une réglementation nationale. Alors, ce sont des missions qui dépassent rarement la loi. Dépasse rarement les 1000 dollars par mission comprime. Alors, obtenir 10 000 dollars et dire qu'on ne peut pas prendre les 10 000 dollars sous prétexte que c'est petit, je ne sais pas, cette évaluation s'appuie sur quelle base. Et maintenant, moi je me dis aujourd'hui, cette sélection nationale qui demande que les 10 000 dollars là sont petits, il s'appuie sur quelle base? Certes, il y a des pays qui octroient, ça dépend, c'est parfois dans la discrétion de l'État pour octroyer ces primes. L'État peut ne pas donner de primes,
ceux qui viennent jouer, ils viennent jouer pour la nation. Ouais, donc ceux qui veulent de l'argent, c'est pas un contrat à discuter comme si tu es dans le club où tu négocies ton salaire avec ton employé. Ici, tu viens jouer pour la patrie. C'est ce qu'on donne est symbolique, c'est juste des motivations. Alors moi je pense que s'il doit avoir de motivation, et le Sili n'a pas affiché cette performance où il faut vraiment chercher à le motiver sur certaines dimensions. Maintenant, j'ai appris de l'autre côté aussi que c'est sur la base des renseignements concernant certains pays de la sous-région. Mais moi je me dis aussi que ça ne tient pas la route. Parce qu'aujourd'hui, l'économie nationale, nous savons de quoi il s'agit. Nous sommes tous entourés par des pays de la zone CFA. Alors, on n'a pas les mêmes pouvoirs d'achat, on n'a pas les mêmes évaluations monétaires. Donc, vouloir se comparer à ces pays-là, moi je dis encore que ce n'est pas un argument qui tienne. Mais qu'à cela ne tienne, ce qu'il faut retenir de ces agissements, ça porte un impact négatif sur l'image de l'équipe. Et sur le plan psychologique aussi, ça vient déstabiliser le groupe et ça vient focaliser les intentions sur les primes. Et cependant, nous avons un match très déterminant qui est un match de 8e de finale face à une équipe qui aujourd'hui retrouve ses joueurs dans les 11 types des phases de tour. Donc moi je me dis que c'est vraiment pas le bon moment de discuter de ces questions. Et surtout, c'est pas aussi interdit de prétendre avoir mieux, mais il faut faire accompagner de cela un process qui puisse vraiment avoir un peu de démarche soutenue pour comprendre comment tout ça est en train de venir, qui est en train de donner, pourquoi ça a été donné comme ça, quelles sont les motivations des administrateurs du service public à octroyer ce montant comme prime. C'est pas pris du hasard parce que c'est un processus très évolutif. Je me rappelle que l'arrêté conjoint a été signé depuis en 2015-2016. Il a fait l'objet d'une ou deux révisions en tenant compte de la réalité. Il vous souviendra qu'avant, c'était tout le staff technique qui était traité, mais on a compris que c'était pas juste et équitable de traiter tout le staff technique de la même manière parce que ce sont les footballeurs qui mouillent le maillot. On a donné un accent particulier au staff technique et aux footballeurs et à maintenant les services d'appui. Ça n'existait pas il y a 3-4 ans. C'est-à-dire le staff reste le staff, mais aujourd'hui, il y a dans le staff technique, il y a le staff technique lui-même et il y a le staff d'appui. Donc tout ça là est venu sur les constats de certaines réalités dues au fonctionnement et aux apports des équipes nationales qui a amené cet arrêté conjoint à fixer les primes à 10 000 $. Sinon avant, on fixait les primes sur la base de fait, que ça donnait 30 000, mais ça ne reposait pas vraiment sur une réglementation réelle. Mais cette fois-ci, il faut admettre qu'il y a une base légale qui encadre ces primes. Si les dirigeants des équipes nationales souhaitent que ça soit revu, il faudrait donner une certaine démarche cohérente et de plaidoyer, parce que aussi c'est pas un syndicat qui vient revendiquer, par rapport à ça. Alors, d'une manière ou une autre, moi je me dis aujourd'hui que ça a été mal analysé de profiter à ce moment de l'évolution des compétitions pour créer une crise. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, avant, c'était les moments qu'il fallait attendre pour mettre pression et obtenir les choses, mais on est dans un contexte tellement évolutif que ces pratiques-là ne peuvent plus avoir des effets. Alors moi, je me dis que c'est tout à fait normal si on estime que les primes sont petites, de proposer, d'engager des discussions avec ceux qui les ont fixées pour leur amélioration. Mais il faut reconnaître que ce qui est du droit et de la légalité est différent de ce qui peut sortir de pouvoir discrétionnaire d'un chef qui a un budget de sûreté, qui a un budget de souveraineté et qui pourra prendre des données. Parce que ce qui trompe les gens parfois, on vient à la présidence, le président octroie un montant, on prend ce montant-là comme un montant légal. Et cependant, les privilèges dus à son rang de président, il détient un budget de souveraineté
où il a la latitude de dépenser sans avoir de compte à rendre, est donné. Mais dans un département ministériel, dans un service administratif public, c'est organisé. C'est encadré par une réglementation, par une loi. Si tu dois revenir sur la chose, il faut engager d'autres démarches de correction pour que tu reviennes sur ce qui est déjà établi. Voici un peu, moi, ma compréhension en résumé. Ça a été très mal analysé. De profiter de cette occasion pour demander à ce qu'on augmente les primes. Maintenant, même si on doit augmenter les primes, vouloir donner des primes au-delà de 10 000 $ aussi devient une démarche illégale. Parce qu'il y a un acte légal qui les fixe. Justement. Voilà, donc, quand vous regardez quand même l'article conjoint, c'est déjà bien précisé ici, parce que il y a la prime de victoire à domicile qui est fixée également, et il y a, c'est-à-dire par rapport à la revendication des joueurs du Sili national de Guinée, c'est 10 000 $, justement, pour une qualification en 8e de finale. Ça, c'est connu. Et puis, en quart de finale, c'est 12 500. En demi-finale, c'est 20 000. Et puis, en finale, c'est 30 000. Donc, là, en ce moment, vu qu'ils ont cherché à avoir des renseignements un peu partout à travers ses collègues des autres clubs, des autres équipes nationales. Donc, ils se sont dit, ben, écoutez, nous, on peut pas prendre 10 000 $, on veut 30 000 cash. Et ça, c'est compliqué dans un moment où l'équipe, donc, devrait affronter en 8e de finale la Guinée équatoriale. Ça sera dimanche prochain. Et, l'ambiance, donc, est complètement brouillée du côté du Sili national de Guinée. On attend justement de voir quelle va être l'issue de cette situation, parce que, pour moi, Madame Ba, c'est que, la défaite est déjà en train d'être préparée du côté guinéen. Oui, disons la défaite est en train d'être préparée. Si déjà on montre déjà cette image avant même le jour J, imaginez que même s'il devait, disons, gagner le match et qu'il arrive à perdre, tout le monde dira il faut que c'est un problème de prime. C'est qu'il y a eu la confusion en fait. Voilà. Moi, je pense, à l'heure actuelle où nous vivons, nous connaissons tous les réalités du pays. On peut pas, c'est normal de réclamer son dû, je peux comprendre. Mais si on arrive, disons, à respecter au moins ce qui était déjà écrit, les 10 000 $, s'il arrive à donner ces 10 000, le mieux, c'est de les accepter. Et surtout, si on arrive à mettre, on parle souvent du patriotisme. C'est vrai, quand on se bat à l'équipe nationale, il faudrait pas toujours mettre l'argent devant. Si on met l'argent devant, on pourra pas se battre pour la nation. Parce que tu te dis que tu te bats, c'est parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qu'on va me donner. Et imaginez qu'on n'arrive pas à donner quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'il faudrait pas se fier aux autres pays, par exemple. Ces pays-là ont leur réalité. Et puis, les manières de vivre aussi, c'est pas la même chose. On ne sait pas réellement ce qui se passe là-bas. Peut-être avec eux, les conditions sont là, tout est. Bon, mais là aussi, c'est un article qui a été déjà élaboré. On l'a dit justement. Moi, ce qui devrait être fait, c'est de respecter justement ce qui est écrit. Donc, si vous percevez les 10 000 $ qui est écrit dans l'article conjoint, je pense qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Normalement, ceux qui doivent donner ces primes ne devaient même pas attendre pour que les joueurs même réclament. Justement, c'est tout à fait normal. Ou peut-être est-ce que c'est pas une façon justement de se dire, bah écoutez, nous on sait qu'on va se faire éliminer en 8e de finale, donc on va soulever une polémique parce que de toute façon ils auront leur prime. Est-ce que après être éliminé, est-ce qu'on aura nos primes? C'est fort possible qu'ils n'aient pas leur prime, c'est possible. On peut dire, imaginez qu'ils disent qu'ils vont attendre juste après le match contre, disons, la Guinée équatoriale et qu'il arrive, disons, on ne le souhaite pas, à échouer déjà. Là, c'est le retour qu'on prépare. Est-ce qu'on peut les avoir après les 8e de finale? Pas du tout. Là, c'est une question qui se pose. Ça a été le cas lors de la CAN 2021 parce que après que la Guinée
soit éliminé donc par la Gambie, tous les joueurs sont partis. Un à un, chacun est rentré au niveau de son club. Aucun n'est revenu donc à domicile, à la maison. Donc peut-être, Monsieur Debari, peut-être vous avez aussi un œil par rapport à ça, justement. Est-ce que c'est pas une façon de brouiller un peu la situation dans laquelle se trouve le Syli national de Guinée, vu que peut-être ils ne seront pas capables de battre cette Guinée équatoriale? Oui, maintenant ça donne la boîte à Pandore est ouverte, hein, ça donne possibilité à tous les débats. Moi je me dis une fois de plus aussi, voici pourquoi il ne faut pas mettre dans cette équipe nationale n'importe qui. C'est pas de jouer au ballon, mais l'équipe nationale doit s'identifier à des gens qui comprennent pourquoi elle porte le maillot. Si tu imagines tous ceux qui jouent dans cette équipe nationale cherchent juste de la visibilité, de la performance dans leur club en Europe. C'est pas s'ils ont la nationalité guinéenne, mais ils ne respirent pas la Guinée comme nous. Voici pourquoi nous on s'attaquait en longueur de journée à Kaba Diawara ici pour qu'ils nous mettent des Guinéennes. Parce que la nationalité reste un acte juridique qui peut appartenir à tout le monde. Mais les liens, les attaches, des valeurs sociales avec le pays et la nation, ça ne s'exprime pas de la même manière avec tout le monde. Moi, je me dis aujourd'hui, faut pas se tromper. Vraiment, on a tendance à comprendre que c'est pas des patriotes, c'est des apatrides qui sont maintenant au sein de nos équipes nationales. Parce que, à comparer des professionnels qui engrangent tous ces montants en Europe, qui gagnent tout ce qu'ils ont à gagner, ces primes-là, moi, à ma compréhension, devraient être des choses qu'ils devraient donner aux plus démunis, à mettre dans leur fondation, à donner aux gens. Mais s'ils viennent se battre en Guinée ici pour des primes de 10 000, 15, 20 000 dollars, faut se poser la question de savoir qui nous avons en face. Et là, le premier responsable de cette pagaille, c'est Kaba Diawara, et on l'a laissé faire. Alors, faut vraiment que nous soyons réalistes. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au sein de cette sélection nationale, c'est pas une surprise. L'alerte a été lancée, mais les gens ont compris autrement les choses. Mais cependant, aujourd'hui, si tu as un bébé, tu te le partages avec quelqu'un, on dit de le diviser en deux, le propriétaire même va refuser que le bébé, mais il laisse le bébé avec les gens. C'est clair. Mais si quelqu'un est prêt à tuer son bébé pour qu'il prenne sa part, dis-toi que lui n'a pas d'affection pour ce bébé, d'ailleurs c'est pas son bébé. Alors on a des footballeurs qui ont la nationalité guinéenne, mais ce ne sont pas des Guinéens qui jouent au football dans notre équipe nationale. Faut pas confondre les choses. On n'a aucun Guinéen qui joue, mais on a des footballeurs qui ont la nationalité guinéenne. Parce que c'est différent. Celui qui n'est pas né en Guinée, qui n'a pas évolué, qui s'est pas frotté avec les Guinéens, qui n'a pas eu cette chaleur, qui connaît nos réalités, comment nous vivons, et qu'on l'amène, il va rester dans sa logique. C'est des Européens, et ils viennent d'abord pour l'argent, deuxièmement pour la visibilité, pour leur marketing personnel à eux. Et derrière, qui sait si Kaba aujourd'hui ne travaille pas avec les agents de gauche à droite pour que ceux-là lui font passer ses footballeurs afin qu'ils les mettent en visibilité dans notre équipe nationale. Donc, si parfois on s'attaquait par endroit à Kaba pour c'est pas que du sport seulement, on ne se reconnaît plus dans cette équipe. À chaque match, on voit de nouveaux visages, aucun Guinéen ne sait qui est là, même si c'est des Guinéens comme nous. Aujourd'hui, l'équipe nationale doit refléter réellement la Guinée. Alors, au-delà, moi je pense que les gens ne doivent pas aussi trop s'offusquer. Il faut comprendre que ce sont des Guinéens naturalisés qui sont là. Ce sont des Guinéens dont la nationalité a été négociée sur le plan sportif, qui deviennent sur le plan d'état civil des Guinéens, mais ce ne sont pas vraiment des Guinéens de souche, mais en Guinée, grandis, qui partagent les valeurs sociales comme nous. Donc s'ils le font ainsi, ça va nous déranger nous, mais ils sont sur les raisons. Ils n'ont aucune attache. C'est pour cela que vous voyez, dès que ça finit, tout le monde saute comme un oiseau, on se disperse, il faut attendre encore que la sélection commence. Voici une réalité qu'il ne faut pas occulter. Les joueurs là, ça doit apprendre aux Guinéens de vraiment mettre la main sur les Guinéens qu'on pense être des patriotes. Aujourd'hui, je ne pense pas que si l'équipe là était composée de 20% de jeunes vraiment que nous reconnaissons être des gens qui ont évolué avec nous, qui connaissent nos réalités, ces genres de pratiques peuvent suivre. Parce que c'est des gens qui sont habitués à ça, qui connaissent comment ça fonctionne. Ils ne sont pas que dans la logique argent seulement, ils peuvent être aussi dans la logique de cette fierté nationale,
aucun joueur guinéen aujourd'hui, même quel que soit son titre, n'a un supporter. Ouais. Ça crie. On sait, personne ne s'identifie à un Guinéen. Ouais. Bien. C'est l'équipe qu'on supporte, mais on n'a pas de joueurs là-bas. Voilà. Justement, il faut le rappeler, hein, sur la même logique, Monsieur Barry le rappelait, hein, que des joueurs guinéens, ils ont une nationalité, mais ils ne sont vraiment pas, voilà, des Guinéens qui ont vécu justement dans le pays, qui ne connaissent pas les réalités de la Guinée. Et quand vous prenez dans cette sélection nationale, vous vous rendrez compte que pratiquement il n'y a que 6 joueurs qui connaissent la Guinée, qui ont joué ici, qui ont des attaches familiales, qui ont des parents, qui viennent parfois en vacances, qui sont régulièrement ici, même si c'est une semaine de vacances, ils viennent. C'est François Kamano, on le voit quand il est là, à Kindia, dans sa propre famille. On a Isiaga Silla aussi, hein, qui est aussi régulièrement ici quand il est en vacances. Agibou Kamara, on n'en parle pas, et Mohamed Ali Kamara également, qui a évolué ici, Moussa Kamara Pempeng, et Nabi Keita. Bon, Nabi aussi, tous les noms cités, je ne pense pas que ces noms-là peuvent s'associer à des bêtises comme ça, parce qu'ils connaissent comment ça se passe. Ouais, justement. Pemben est là, on l'a vu jouer à Auréa avec toutes ses difficultés, il est resté à Auréa. Agibou Kamara, on l'a vu, évoluer dans les clubs ici avant de partir, de se projeter là où il est. Alors ça, c'est des gens qui connaissent la François Kamano, il connaît comment nous vivons et comment nous fonctionnons. Alors, je ne pense pas que ces gens-là pourront accepter de gréver à cause d'une publicité. Il paraît que par le passé, ils ont eu à jouer même l'eau pour boire, ils n'en avaient pas. Donc, ils connaissent nos réalités, mais les autres qui sont des Européens, mais tu peux faire quoi? Tu les laisses faire ce qu'ils veulent. Et justement, oui, Madame Ba, quelque chose à rajouter avant de clore ce sujet? Oui, je pense que ces joueurs, s'ils acceptent, ils n'ont qu'à prendre ces 10 000 et déjà reprendre les entraînements et mettre la nation devant pour pouvoir vraiment, parce qu'on sait déjà que l'équipe qu'on doit affronter le dimanche, c'est une équipe de taille. Ah ouais, bien sûr. Il y a le pétrodollar là-bas, il ne faut pas se comparer. Il y a déjà la Côte d'Ivoire qui est déjà au courant de cette situation. Il ne faudrait pas vivre la même chose. Il faut tout donner pour pouvoir, en tout cas, même si il y aura l'échec, on sort quand même avec honneur. Voilà, avec honneur, justement. En tout cas, les Ivoiriens, à travers Guillaume Bleu Goudé, ont inventé un nouveau slogan. Ils disent que tant que c'est pas fini, c'est pas la fin. Il faut toujours avoir l'espoir. Ils ont dit c'est ce qui s'est passé avec le Cameroun. Ils ont dit que c'est notre Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas, il y a un autre slogan comme ça. Que c'est notre Coupe d'Afrique des Nations. De toutes les façons, nous sommes là, c'est notre Coupe d'Afrique des Nations. C'est un match ivoirio, marocain, quoi. Non, il dit de garder espoir, comparé que en Côte d'Ivoire, tant que c'est pas fini, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Donc, il faut toujours garder espoir. Voilà, justement. Donc, tant que c'est pas fini, c'est pas la fin. Donc, voilà. Donc les supporters guinéens aujourd'hui sont quelque peu déçus, hein, de la situation qu'on apprend, hein, du côté de la Côte d'Ivoire à quelques heures justement du match important, donc entre le Syrie national de Guinée et le Zalang national de la Guinée équatoriale. Donc on espère justement que les choses rentreront en ordre et que la Guinée honorera justement cette victoire, hein, qui va donc les propulser en quart de finale, peut-être pour faire oublier un peu ces problèmes, hein, qui ont secoué la sélection, en tout cas ces 24 heures. Alors nous allons poursuivre donc notre émission, le rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations, et lors de cette CAN, il y a eu justement après la phase de poule, il y a eu donc justement beaucoup de surprises dans cette compétition, avec l'élimination de l'Algérie, de la Tunisie, le Ghana éliminé donc dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, il y a eu des entraîneurs qui ont été limogés. On va vous proposer le programme, hein, de ces huitièmes de finale avant donc de les analyser éventuellement, puisque c'est très important. On va voir ça donc avec Alassane Baldé. Voilà justement le programme donc des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le samedi d'ores et déjà à 17h, l'Angola jouera contre la Namibie. C'est un derby de l'Afrique australe. Et puis Nigeria sera face au Cameroun. C'est à 20h. C'est un classique du football africain de sélection qui ont honoré l'Afrique à plusieurs reprises au mondial. On s'en souvient en
en 94, en 98, en 90, entre autres. Et puis, le dimanche, il va y avoir 2 matchs. La Guinée, République de Guinée jouera contre la Guinée équatoriale. Ça sera un match aussi important pour la Guinée, pour son histoire, à partir de 17h. Et l'Égypte jouera contre la République démocratique du Congo. L'Égypte qui s'est qualifiée avec 3 petits points seulement, pendant que d'autres sélections ont gagné qu'une seule fois et qui sont les 3 meilleurs, parmi les meilleurs 3e. Et puis, on va suivre donc ce programme avec, bien évidemment, le lundi, il va y avoir le Cap-Vert qui jouera contre la Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, et ça va être un match aussi très important, puisque on va revenir sur ce match justement peut-être demain, puisque les 8e de finale démarrent demain. Et puis le mardi 30, le Mali affrontera le Burkina Faso à 17h. Le Maroc en découdra avec l'Afrique du Sud. Voilà, on va revenir justement, Monsieur Barry, avec les sélections, parce qu'on est en train de faire le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu des grosses sélections africaines éliminées, beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements donc à l'issue de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on n'attendait pas vraiment cette équipe de la Guinée équatoriale et du Cap-Vert qui ont terminé premier de leur poule, et l'élimination du Ghana, de l'Algérie, de la Tunisie. Qu'en pensez-vous de cet état de fait? Oui, en plus de l'élimination, mais il faut voir le repêchage de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, comme vous le soulignez. Donc, ce qu'il faut retenir de ce bilan, c'est qu'il y a eu d'abord, même s'il n'y a pas les statistiques, assez de buts qui ont été marqués. Et beaucoup de buts encaissés, et assez de révélations en termes d'équipe, et assez de révélations en termes de footballeurs, et surtout dire qu'aujourd'hui il n'y a pas que les grandes nations supposées de football par le passé qui sont en train de travailler pour le progrès et le développement du football dans leur pays. Il y a un nivellement parfait des pays du point de vue progression sportive sur le continent. Et surtout, le football se joue beaucoup plus encore en tenant compte de cette Coupe d'Afrique en Afrique de l'Ouest au sud du Sahara, où il y a eu de nettes progressions. Si vous constatez le Maghreb qui est talonné en tête de poule aujourd'hui, pratiquement il n'y a qu'une équipe qui s'est qualifiée avec brio, qui est le Maroc. L'Égypte, nous savons comment il s'est retrouvé en huitième de finale. Donc c'est ça le bilan qu'il faut revoir. Un bilan où nous avons des équipes qu'on ne s'attendait pas, qui sont venus montrer leur performance. Ça reflète le travail qui s'est fait à la base. On a vu des grandes équipes supposées sortir par la petite porte parce qu'aujourd'hui, ils sont restés assis sur leur passé. On a vu aussi des équipes supposées favorites pour le carré de cette compétition, c'est chercher comme, ce sont les équipes comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme l'Égypte, qui se retrouvent à défaut en phase de finale, qui pratiquement depuis leur 3e match sont restés à jouer jusqu'à ce qu'il y ait le dernier match de phase de poule, parce que ça se joue maintenant sur les approximations, sur les suppositions et leur sort n'était plus à leur compte. Alors, moi je me dis que c'est le football africain qui est en train de gagner, et aujourd'hui nous voyons aussi la cagnotte de cette Coupe d'Afrique est en train d'être vraiment valorisée. Et nous voyons une Coupe d'Afrique qui vraiment a fait l'intérêt de toute l'Afrique. Évidemment. Et nous voyons une Côte d'Ivoire qui s'est vraiment mobilisée, qui a mobilisé les moyens pour nous faire vivre cet événement. Avec tous les ingrédients intégrés. Nous voyons une Coupe d'Afrique où les comédiens se sont invités, ils se sont fait une place de choix avec, comme on appelle l'émission de Maman et son équipe là, comme on appelle ça. Le Parlement de rire qui ont créé une émission dans cet événement qui aujourd'hui essaie de faire ressortir aussi leur manière à contribuer à ça. Nous voyons une Coupe d'Afrique qui vraiment est en train d'atteindre ses objectifs. La Côte d'Ivoire vraiment est en train de viabiliser et de capitaliser cette Coupe d'Afrique en vendant tout ce qui est d'essentiel et de déterminant et de fondamental en Côte d'Ivoire, les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles, l'organisation sociale. Donc, en marge de cette coupe, nous voyons vraiment autre élément qui, à travers le football, peut
se vendre, peut s'importer, peut se valoriser, peut se capitaliser. Alors moi, je me dis, à mi-parcours, sur le plan sportif d'abord, c'est vraiment salutaire. Et nous avons vu encore une Coupe d'Afrique avec moins d'incidents et beaucoup de respect, avec fermeté sur les valeurs. On a vu une équipe marocaine qui est partie dans des incidents et que la CAF a vraiment tranché comme ça se doit. Justement. On pense qu'aujourd'hui, personne n'est au-dessus de la réglementation et le fair play, il est partout. Malgré les difficultés que les Ivoiriens ont obtenues chez eux, ils ont vraiment pris ça avec beaucoup de tact et surtout teinté d'humour pour vraiment participer à leur manière Alors, moi je me dis que c'est une Coupe d'Afrique qui vraiment est en train de réussir sur toute la ligne. Donc, il n'y a pas eu d'incident majeur qui pourrait mettre en cause sur le plan sportif, organisationnel, social. Donc, globalement pris, moi je me dis qu'aujourd'hui, vraiment il faut saluer ce talent. Je pense que si toutes les nations s'inspirent de ce qui est en train d'être fait pour améliorer dans les années à venir, cette Coupe d'Afrique pourra être pour l'Afrique même un véritable créget pour permettre non seulement à vendre les pays au cas par cas et à un tour de rôle, mais aussi de réveiller les nations qui dorment, d'inciter les nations qui encore sont en train de marquer les pas, parce que vraiment c'est une Coupe d'Afrique qui est en train de réussir sur tous les compartiments. D'accord, donc une Coupe Coupe d'Afrique des Nations qui on est en train donc de voir qui réussit justement. On a vu donc la Côte d'Ivoire qui a été repêchée à la 3e position, donc avec 3 petits points donc pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On a vu le Maroc avec la Confédération africaine de football qui n'a pas badiné entre Walid Regragui, le sélectionneur de cette équipe des Lions de l'Atlas et les Léopards de la République démocratique du Congo. Il y a eu altercation entre Walid Regragui et Sancel Mbemba, le capitaine de la RDC, et automatiquement la CAF a réagi et a sanctionné directement donc Walid Regragui qui n'avait pas raison sur cette action litigieuse là que la CAF a jugé aussi qui l'a jugé vraiment très mal vu par tout le monde, par tout le public, parce que ça écorne un peu justement l'image de la Confédération africaine de football et de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc Walid Regragui avait été suspendu 4 matchs, 2 en sursis. Et après, on a revu, il y a eu donc un appel qui a été lancé donc par la Fédération royale marocaine, et finalement il a été réduit, donc 2 matchs et 1 en sursis donc pour Walid Regragui. Cela donc rentre en ligne de compte dans le cadre de la discipline de mettre en tout cas tout le monde dans les règles de l'art pour que chacun respecte justement ce qu'il doit faire. Voilà. Allez, madame, vous aussi, qu'est-ce que vous constatez? Il y a les stades qui ont été parfaits, les pelouses qui ont été parfaites, donc est-ce que vous sentez quelque chose qui est mal fait lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas en ce qui concerne le premier tour? Bon, moi je veux dire d'abord en ce qui concerne d'abord l'organisation, il faut le reconnaître, c'est déjà un événement réussi. Pour ce qui est de la compétition, sur le plan, disons, du football, nous avons compris aussi que le football africain a beaucoup évolué. L'exemple est déjà palpable avec les équipes qui se sont qualifiées pour les 8e de finale. Il y a aussi des équipes qu'on n'imaginait même pas quitter la course au niveau de ces phases de poule, en ce qui concerne Ghana, Tunisie, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, dans cette compétition, j'ai compris aussi, quelle que soit la situation d'une équipe, il faut jamais sous-estimer les équipes, parce que le football aujourd'hui, chaque fois, ça ne fait qu'évoluer. Et c'est aussi les aléas du football, disons. Et en ce qui concerne encore le football, il faut toujours considérer qu'il y a 3, disons, aspects qu'il faut qu'il ne faut jamais oublier. Quand il y a une compétition, soit on a la victoire ou
Le match nul. La défaite ou à défaut un match nul. Ça, c'est toujours ainsi. Je l'ai toujours aussi constaté dans ce match et l'esprit de fair play. Malgré quelques problèmes qui ont surgi, disons, lors des matchs. Il y a toujours des altercations quand même entre acteurs. Ça, c'est tout à fait normal. Les joueurs, les entraîneurs, ce sont des problèmes qui arrivent. Mais c'est clair. Par la grâce de Dieu et la CAF et en tout cas tous les acteurs concernés, on peut résoudre en tout cas les problèmes et qu'il n'y a pas eu de danger. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident en ce qui concerne les phases de poule. On espère que ça continue pour ce qui reste au niveau des 8e et quart, ainsi de suite. Bien, en tout cas, vous l'avez compris, hein, les stades aussi sont plus ou moins remplis du côté de la Côte d'Ivoire. Quand il y a eu la défaite de la Côte d'Ivoire, beaucoup aussi s'inquiétaient de ce côté. On disait, mais attendez, si la Côte d'Ivoire quitte la course dès maintenant, les stades seront vides parce qu'il n'y aura pas aussi d'engouement pour venir suivre les matchs. C'est pourquoi quand j'ai vu, il y a la Côte d'Ivoire qui a déjà maintenant le ticket pour les 8e de finale, ça a été pour moi déjà un ouf de soulagement. J'ai beaucoup aimé parce que c'est triste, voire même dommage de voir surtout le pays hôte de sortir au premier tour et avec une humiliation quand même. Voilà, 4-0. Ça c'est trop. Et avec contre quelle équipe? Voilà, il faut toujours aussi disons mettre en tête, il n'est pas dit quand on est pays organisateur d'une compétition qu'on peut pas perdre. Oui, justement. C'est quelque chose qui peut arriver, mais pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, ça allait être en tout cas quelque chose de très surtout que la Côte d'Ivoire, on le dit souvent, a préparé donc la CAN, mais n'a pas préparé son équipe. Voilà, c'est toujours ça. Donc justement, oui, moi je pense que c'est vrai, mais pourquoi les gens sont surpris parce que la Côte d'Ivoire sont des pays qui nous ont habitués à cette tradition de participer à cette CAN et de partir le plus loin possible dans cette CAN. Et aujourd'hui, il faut pas se tromper, la Côte d'Ivoire fait partie des pays africains qui aujourd'hui vendent le mieux leur talent footballistique en Europe. Alors aujourd'hui, ils sont beaucoup plus vus. Alors, si ce sont les outils référentiels constituent le nombre de footballeurs que nous avons dans les différents championnats européens, on verra mal comment une équipe de Côte d'Ivoire pourra se faire laminer aujourd'hui par une équipe équato-guinéenne mais qui n'est pas tombé sous la dernière pluie, mon cher ami. Oui, je sais, mais aujourd'hui, vous avez magnifié cette équipe qui était supérieure à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Non, c'est-à-dire le problème, c'est ça aussi la beauté du football. Celui qui prépare mieux gagne mieux, gagne plus en fait. Donc aujourd'hui, il est nettement visible que cette équipe équato-guinéenne, c'est une équipe qui vraiment on sent l'aboutissement d'un travail sérieux pendant plusieurs périodes, sur tous les aspects du jeu, dans les comportements, dans les regroupements, dans la contribution, dans les soutiens, dans la complémentarité. On sent vraiment une équipe qui est présente. Alors moi je me dis que aujourd'hui la Côte d'Ivoire repose sur les individualités, repose sur des stars. Alors nous, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, au sud du Sahara, on va avoir mal une Coupe d'Afrique qui reste animée sans un Sénégal, sans un Côte d'Ivoire, sans un Nigeria. Alors ça devient les équipes traditionnellement acceptées comme telles, le Ghana, dans l'animation des compétitions jusqu'au dernier carré. Maintenant, si la tendance est en train de s'inverser, ça c'est un autre débat qu'il faut faire. C'est pour cela aujourd'hui, vraiment tout le monde prier maintenant pour ne pas que aussitôt la Côte d'Ivoire sorte. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que tant que c'est pas fini, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Très bien. Alors, il y a eu aussi, lors de ce premier tour, des journalistes qui ont fait le bus des journalistes qui quittaient Abidjan pour Yamoussoukro. Donc, on fait un accident, mais heureusement, il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu de dégâts importants, il n'y a pas eu
des blessés graves, mais bon, il y a quelques-uns qui sont grièvement blessés, mais qui ont été pris en charge par les différents hôpitaux qui étaient mis à la disposition donc de ces journalistes-là et de la Confédération africaine de football. Voilà, ça a été plus de peur que de mal, hein, pour nos confrères de ce côté. Bon, je ne pense pas qu'il y a des journalistes guinéens, sinon on aurait dû avoir d'informations par rapport à ça. Mais des journalistes d'autres confrères d'autres pays ont été donc victimes de cet accident. Plus de peur que de mal donc pour nos confrères journalistes. Donc il faut faire beaucoup plus attention, hein. Les routes sont bonnes, il y a une bonne infrastructure routière, donc il faut éviter de filer à plus de 60 à l'heure, hein. Voilà, donc il faut éviter la vitesse. Il y a aussi dans ces phases de groupe des coachs qui ont été limogés. Voilà, c'est important aussi d'en parler puisque on s'est rendu compte, je vais reprendre la phrase de M. Barry, c'est qu'ils n'ont plus ces entraîneurs, on dirait, à la tête des sélections, mais n'ont plus de projet pour les équipes. Oui, c'est normal, c'est tout à fait naturel. Le développement, c'est ce changement continu. C'est pour cela il faut parfois éviter de rester longtemps à une place fixe si on aspire au développement. Il faut constamment avoir cette capacité de changer de position, de changer de place et de proposer. Parce que la logique scientifique a démontré que si on reste longtemps, on reste bloqué, on reste sans projet pour la cause pour laquelle on est là, et on verse dans la routine. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à certains entraîneurs de ces équipes. Alors ils sont tellement restés à la tête de ces sélections, ils n'ont plus de projet à proposer. Donc du coup ils se plantent, ils se voient rattrapés, ils se voient parfois surpris par les événements. Alors du coup c'est la déchéance. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il faut admettre que c'est une logique qui est respectée, et c'est pas de la sorcellerie. Quelle que soit ton intelligence, il arrive à un moment, tu ne proposes que ce que tu as et ce que tu peux. Mais une fois que tu as fini de proposer, reconnais que pour que tu reproposes une autre chose, il faut que tu changes de position. Tu restes en recul, tu observes, tu vois des nouvelles choses que tu n'avais pas pu faire, mais aussi longtemps que tu es en action, tu ne verras pas ces réalités. Alors moi je me dis que c'est cette logique qui est respectée, et l'échec, surtout le métier d'entraîneur, ça va avec. Et si ça ne marche pas, c'est toi qui payes le prix en premier lieu. Des grandes nations qu'on pensait être les meilleurs se sont vus carrément sur le carreau et se sont fait ridiculiser par des petites équipes. Alors ces entraîneurs n'ont pas d'excuses. Donc ils n'ont qu'à prendre leur responsabilité à bras le corps pour éviter d'être chassés et quitter et partir se chercher ailleurs, ou bien attendre qu'on te chasse pour que tu partes. Voilà. C'est tout à fait normal que ça arrive comme ça, et si l'échec est là, ensuite il y a des responsabilités. Bien, on va récapituler donc les entraîneurs qui ont été limogés, et justement on va donc voir le premier qui a été limogé, donc c'est Jean-Louis Cassé de la Côte d'Ivoire, et puis Tom Saint-Filt de la Gambie qui a aussi fait je crois 5 ans à la tête des Scorpions, et Chris Houghton du Ghana, justement, qui était le conseiller technique de Otto Addo, l'entraîneur du Ghana, donc qui a conduit cette équipe au mondial, et malheureusement il n'a pas su amener cette sélection au niveau où donc le Ghana souhaitait. Djabel Belmadi, voilà, c'était un entraîneur aussi qui s'est bombé la poitrine pour dire, écoutez, je suis le meilleur. Oui, il a été meilleur, plus que il a réussi quand même à jouer 34 matchs, toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite. Donc ça, c'était dans l'histoire, et il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, et il a été meilleur entraîneur du continent africain la même année. Donc c'est pour dire encore une fois, ça reflète un peu l'image donc de ce que vous venez donc de décrire, effectivement. Et puis il y a Jalel Kadri de la Tunisie également qui a conduit donc la Tunisie au mondial, mais malheureusement il n'a pas réussi à le faire. Si vous constatez,
hein, parmi tous les entraîneurs qui sont limogés, je n'ai pas assez d'informations sur l'entraîneur tunisien, mais tous les autres, ils ont péché à deux facteurs. C'est pas d'abord des Africains, c'est pas des Africains. C'est juste Djamel Belmadi, Jalel Kedri qui sont des Africains. C'est justement ça c'est le premier élément, c'est qu'aujourd'hui le football africain reste vraiment particulier à l'Afrique. Deuxièmement, c'est des gens qui ont pratiquement plus de 4 ans à la tête de ces sélections. Justement. Donc si vous voyez, à part ceux qui sont venus, qui ne connaissent pas mieux, ça c'est, je fais allusion à l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, l'entraîneur de la Gambie. Lui, il est à sa 5e année, il a compris que le projet qu'il avait à proposer est fini, il a fini. Et celui du Ghana. Le Ghana, lui, il était là avec Otto Addo, donc lui, c'est un Ghanéen d'origine. C'est un Ghanéen d'origine, non? Que lui, je ne le connais pas. Non, Chris, c'est pas un Ghanéen, c'est un Irlandais, mais il était le conseiller technique de Otto Addo, avant même la CAN 2000, avant la CAN 2020. Donc, vous voyez, ces deux éléments qui ont péché, c'est cette ancienneté trop poussée à la tête de ces sélections, et aussi sur la non-compréhension de cet environnement social africain qui fait que les entraîneurs européens n'ont plus assez de chance maintenant en Afrique parce que les entraîneurs nationaux sont en train de faire de la place. Ils connaissent mieux les réalités, ils s'adaptent mieux à l'évolution parce que aujourd'hui, si vous constatez que l'entraîneur qui a été classé top, et on parle qu'il n'a pas reçu 6 mois de salaire au Sénégal, mais ça ne fait pas de bruit. Et ceux-là, les gens qui ont fait des résultats, manquent leur salaire. Hein, ça, c'est le salaire. Ça, nous savons tous ce que veut dire un salaire. Des gens qui ont été sans valeur ajoutée, pour une qualification, on réclame des prix, mais qui vont jusqu'à la grève. Ça fait très mal au cœur. Moi, je me dis aujourd'hui, vraiment, la Guinée, il faut qu'on repense notre manière de faire ici. D'accord. Très bien. Madame Ba, justement, est-ce que vous êtes avec nous vous nous suivez là? Oui, oui. Ah, très bien. Alors, il y a des entraîneurs qui ont été limogés. Voilà, c'est vraiment paradoxal quand même hein, de conduire une équipe et remporter une Coupe d'Afrique des Nations, jouer 34 matchs sans défaite, et après, pouf, on vous limoge. Oui, c'est normal. C'est comme l'a dit M. Barry tout de suite là. On ne peut pas donner plus que ce qu'on a. S'il y a déjà un projet, on peut continuer avec ça. Mais à partir du moment où le projet que vous avez déjà utilisé ça jusqu'à un certain niveau et que vous n'arrivez pas à dépasser là-bas, pourtant le football évolue chaque jour. Il faudrait quand même rendre la table. Quand on est à un poste, tout ce qui se passe là-bas, que ce soit défaite ou victoire, on te prend comme responsable. C'est clair. Surtout s'il y a la victoire, tout le monde s'acclame. Et s'il y a la défaite, nous, on voit toujours les problèmes qui surgissent autour de la situation. Il y a déjà d'autres qui ont démissionné et d'autres qui ont été limogés, peut-être tout et tout. Mais tous les entraîneurs que vous avez vus sur cette liste, pratiquement, c'est des entraîneurs. Oui, qui sont démissionnées, qui ont anticipé leur démission. Mais sinon, le plus souvent, qui ont été poussés à la démission. Voilà, c'est ça. C'est pas anticipé, mais on les pousse à la démission. Parce que, par exemple, quand vous prenez Djamel Belmadi, il voulait pas démissionner. Voilà, mais on l'a poussé pour qu'il démissionne. Il y a beaucoup sur le plan légal, il y a beaucoup de règlements derrière. Juridiquement, c'est des contrats ficelés. Quand tu quittes dans telles conditions, voici. Donc, ce qui fait que, parfois, mais ce qui est évident, ils ont été limogés par faute de résultats. Donc, maintenant, la forme, elle est juridique. Soit on te contraint à démissionner par entente, parce qu'il n'y a pas eu ça. Mais ça, c'est un peu respecter les clauses du contrat et pour ne pas vous séparer à l'amiable des choses comme ça. Sinon, c'est sur le plan sportif, c'est des entraîneurs qui ont été limogés. Justement, parce que là, Belmadi déjà demande des millions parce qu'il devait être à la tête de cette sélection des Fenech jusqu'en 2026, ce qui stipule son contrat jusqu'en 2026. Donc, il a demandé à la fédération algérienne de lui payer les mois qui restent. Et ça, la fédération dit niet et même le président de l'instance fêtière du football algérien a dit lui-même, il n'a qu'à porter plainte, il n'a qu'à aller là où il veut, mais ils vont pas le payer. Donc, c'est pour dire que Belmadi ira loin ou peut-être il va se laisser
laisser passer, mais c'est pas évident dans cette situation. Et quand un président de fédération s'exprime comme ça sur une situation que nous vivons avec Belmadi, est-ce que après il va y avoir des répercussions sur le football, sur la fédération? Oui, bon, tu sais, comme je l'ai dit, le contrat il relève du droit social, du droit des obligations. Alors, c'est pour cela, en ficelant le contrat d'un entraîneur, il faudrait qu'on comprenne que des spécialistes en termes de droit des contrats viennent siéger là-dessus parce que c'est plein de beaucoup de clauses. Aujourd'hui, le contrat du travailleur est protégé par des conventions internationales, c'est protégé par des lois nationales. Alors, tout ça là, c'est des éléments intégrés. Et plus spécifique, le sportif, comme on sait que le droit du sport est un droit très spécifique et très particulier, bon, en allant dans la conclusion des contrats pareils, il va falloir que les fédérations se fassent accompagner par des spécialistes qui vont non seulement introduire des clauses qui permettent des libérations à l'amiable si toutefois les objectifs recherchés ne sont pas atteints. Parce qu'aujourd'hui, le sport, ça va avec des objectifs. Donc, si c'est pas stipulé à l'intérieur, on lui donne un contrat sur un plateau d'or, on ne l'exige pas de résultats pour la période que court le contrat. Je pense que s'il porte plainte, et avec la forme qui s'y est, il aura gain de cause. Parce que ce qui est évident, ce qui est écrit reste écrit. Si il signe un contrat sans obligation de résultat, qu'il y ait des dispositions qu'on introduise dans le contrat, toutefois si les résultats là ne sont pas atteints, voici le droit qu'on se réserve de résilier le contrat. Alors il est libre de porter plainte parce que le président, il n'est pas c'est pas lui la justice. La justice sportive, elle est privée, certes, mais elle existe jusqu'au TAS. Alors, s'il engage des recours, il y a des tribunaux très spécifiques qui ne jugent que les faits et le droit. Alors, tu ne peux pas s'appuyer sur tes humains et sur le fait qu'il a manqué de résultats, se débarrasser de lui, prétextant que je l'ai chassé parce qu'il n'a pas fait de résultats. Toutefois, dans le pacte qui vous lit, qui est le document de contrat signé par toutes les parties, il n'est pas dans l'obligation de faire de résultats. Alors, et puis, quelque chose peut exister de fait. Mais ça n'existe pas de droit. À partir du moment où c'est pas mentionné dans son contrat, s'il ne fait pas, qu'il ne fasse pas de résultat, il reste, il doit rester. Si tu dois le limoger, tu dois le limoger avec les prévisions des règlements stipulés par les conventions internationales, par les lois nationales, par même la réglementation de la FIFA. Parce qu'aujourd'hui, le contrat, vraiment, du travailleur, le contrat du sportif, le contrat de l'entraîneur. Et ce sont des éléments bien encadrés par la FIFA et ça maintient toutes les clauses. Alors, est-ce que le manque de résultats peut dépendre si ça intègre des résultats? Plus loin, on peut analyser les matières. Est-ce que c'est par sa faute, il n'y a pas eu de résultats? Est-ce que tout ce qui était prévu comme conditionnalité à mettre à disposition pour qu'il produise les résultats? Mais ça, c'est si le contrat le stipule. C'est si dans le document de contrat, tous ces éléments énumérés sont mentionnés. À défaut, la fédération algérienne n'a autre chose que non seulement de s'engager dans une bataille juridictionnelle où ils vont dépenser plus, mais aussi au finish qu'ils vont perdre et ils vont lui payer. N'oubliez pas qu'aujourd'hui en Guinée, malgré tout ce qu'on connaît de Paul Pitt, la Guinée a payé l'argent de Paul Pitt. Évidemment. Elle a mis en demeure de payer son argent et il a reçu son argent parce qu'il avait fini toutes les voies de recours. Il a eu raison, il est réparti à la commission de discipline, on a mis la Guinée en demeure. Parce que tous les outils, tous les mécanismes figurent à la disposition de la FIFA pour contraindre les fédérations à payer. C'est des restrictions, c'est des empêchements à participer à des compétitions. Et qu'aujourd'hui, ça devient tellement sensible que personne ne peut se permettre d'empêcher de poser des actes du fait que ton équipe nationale ne joue pas un match ou signe un forfait. Alors, le président de la fédération peut s'appuyer sur ses humains pour dire qu'il ne le paie pas, il a qu'à aller là où il veut. Si les clauses du contrat n'existent pas de résultat et que c'est juste ouvert en 2026, on le limoge. La loi prévoit un mécanisme de règlement
faut les payer tous les mois. Ouais. S'il y a des dommages à intérêt, il faut les payer si c'est prévu. Bien sûr. Vous séparez. Bien, surtout que c'est pas lui qui l'avait propulsé à la tête de la fédération algérienne de football et donc c'est l'ancien bureau de la fédération donc qui a mis en place ce staff technique conduit par Djamel Belmadi. Nous allons peut-être terminer avec bien évidemment les récompenses, puisque vous le savez, le premier tour, chaque équipe a joué 3 matchs. Il y a eu, on l'a dit, des coachs limogés. Il y a eu beaucoup d'autres choses, des équipes qualifiées de meilleures sur le continent africain ont été éliminées. Donc il y a aussi, la CAF a décidé de récompenser en tout cas les meilleurs de cette phase de poule de Coupe d'Afrique des Nations. On va découvrir donc le tableau en ce qui concerne donc les récompenses. Voilà les acteurs récompensés du premier tour. Il y a bien évidemment le meilleur entraîneur Aliou Cissé. L'entraîneur Aliou Cissé, il est là depuis 2015, Monsieur Barry, mais lui il a encore quelque chose à proposer. Est-ce que ce sont ces joueurs ou bien il a un bon effectif, il a des bons joueurs ou bien il a encore de la ressource? Oui, c'est ça en fait. Le cycle du projet avec Aliou Cissé n'a pas atteint son terme. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, tu peux rester dans un projet qui a un cycle. D'accord. Mais vous verrez que quand le cycle atteint son terme, qu'il le veut ou pas, il va se planter. Pour l'instant, le projet marche à merveille. Et il a ce soutien. Oui, pour l'instant, Monsieur Barry, puisque vous savez, si la Côte d'Ivoire éliminait le Sénégal, c'est que son projet serait déjà mis en lambeaux. Oui, mis en lambeaux. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle les aléas. Mais ce qui est évident aujourd'hui, Aliou Cissé est en train de conduire cette équipe avec sans fausse note. D'accord. Parce que déjà les performances des phases allées l'ont démontré. Et nous voyons toujours une équipe sénégalaise toujours bien motivée, en place, bien organisée. Et chacun connaît sa place. Nous voyons une équipe sénégalaise où malgré tout il y a vraiment toute une panoplie de footballeurs, mais que chacun connaît sa place et son rôle qu'il joue. Alors, le football, le résultat sportif, parfois, il a ses aléas, mais il ne reflète pas forcément le travail que les uns et les autres font sur le terrain. Et moi, je me dis, même si le Sénégal allait perdre, l'objectif ne serait pas atteint, mais la manière de perdre et le contexte dans lequel on perd conditionne parfois les humeurs des gens et l'état d'âme des gens. Aujourd'hui, moi, je pense que d'abord, je ne vois pas comment il pourra perdre. Mais si la logique reste respectée, l'équipe qu'il a présentée en phase de groupe continue cette croissance, et je ne vois pas comment il va perdre. Même s'il perdait, la manière de perdre va conditionner les décisions qui vont être prises contre lui. Parce qu'on a vu une équipe sénégalaise très disciplinée, très organisée, très motivée, qui va au sacrifice et puis qui apporte tous les ingrédients que l'entraîneur demande. Et si c'est comme ça, je pense qu'il y aura toujours le résultat. Alors, l'option de perdre n'en est pas, mais ce qui est évident, si dans les engagements d'Aliou Cissé, les objectifs qu'on l'a fixés dans son contrat écrit, c'est de prendre une autre coupe, tant qu'il ne prend pas cette coupe, il n'est pas dans les objectifs. Vous comprenez? Et si ça trouve que cela est matérialisé dans le pacte social qui les lie, qui est le contrat, s'il ne prend pas la coupe, même si c'est en finale qu'il rate, c'est qu'il n'est pas dans la logique contractuelle. On peut l'exiger des démissions. On peut l'exiger une résiliation du contrat de plein droit, sans pourtant s'attendre à des dédommagements, à des dommages et intérêts, à tout ce qu'il pourrait savoir et ce qui est lié au contentieux du travail. Alors, moi je me dis que Aliou Cissé dans le projet d'abord, on voit vraiment une équipe sénégalaise qui est sur le bon registre. Justement, on va revoir le tableau avec bien évidemment Aliou Cissé élu meilleur entraîneur de la phase de poule, lui qui est resté pendant plus de 6 mois sans salaire, mais il n'a pas voulu donc plonger, il a décidé de se calmer il a décidé donc de se calmer justement avant après la Coupe d'Afrique des Nations
on en parlera. Donc, ce sont ces propos qu'il a tenus donc quand la presse a commencé à en parler. Meilleur joueur de ces phases de poule, c'est bien évidemment Lamine Camara, l'un des joueurs de Aliou Cissé, le plus jeune justement, qui a remporté le CHAN, qui a remporté les U17 avec les Lions du Sénégal, les U20 justement, les U20. Voilà, donc il a réussi donc à remporter ces deux compétitions. Meilleur buteur, on le sait très bien, Emiliano Soué de la Guinée équatoriale, qui aura donc à cœur de marquer contre le Syrie national de Guinée le dimanche prochain, et le meilleur gardien Jesus Owono, le gardien donc de la Guinée équatoriale, et on aperçoit justement que la Guinée équatoriale est bien représentée dans ces récompenses. Oui, là aussi je me dis que c'est une logique qui est respectée. J'ai même vu les 11 types de classement. Ouais. Ce que je déplore seulement, c'est le Cap-Vert. Ouais. Moi, je pense que le Cap-Vert ne figure pas. Ne figure pas, mais il méritait mieux aujourd'hui d'avoir une place dans ces 11 types. Aujourd'hui, dans ce qui concerne le Sénégal, ce qu'il faut saluer, c'est cette performance de Lamine Camara. Ouais. Alors, c'est pour dire une fois de plus que le football n'a pas de frontières. Nous voyons un produit 100% sénégalais, formé au Sénégal, qui a gravi tous les échelons, très jeune, et qu'aujourd'hui déjà il a atteint la maturité précoce de telle sorte qu'aujourd'hui il s'est fait une place en équipe nationale. Moi je pense qu'aujourd'hui ce jeune, c'est le futur Sadio Mané du Sénégal, parce qu'il est sur une courbe qui va tellement vite que il se souviendra, dans 2 ans, il était encore avec les juniors. Ouais. Il est parti, il a pris la première place au niveau de l'équipe du CHAN. Ouais. Il a pris la coupe. Aujourd'hui, il est en train de tenter cette aventure professionnelle du côté de Metz, je pense. Oui, oui. Donc là aussi, il fait vraiment... qu'est-ce qui me marque dans tout ça là? C'est le fait que j'ai compris, partout où tu es, si tu suis un bon cycle de formation dans le football, tu vas réussir. Il n'y a pas de frontière pour ta réussite. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui a fait toute sa formation au Sénégal, dans les académies, mais il s'est formé comme ça se doit. Il a atteint la maturité, il est en fin de cycle de formation. Donc, on le voit sur le même pied de performance que des footballeurs formés en Europe, qui à 19 ans explosent, comme nous voyons des jeunes footballeurs en Bundesliga, on voit des footballeurs en Italie, en Angleterre, 19-20 ans. On voit que vraiment c'est des footballeurs qui sont maintenant prêts et qui n'ont rien à envier aux grands talents qui sont là, parce qu'aujourd'hui à la jeunesse, à la fraîcheur, c'est pour dire que si on travaille partout, on reste avec le football, le travail se fait comme ça se doit, il produit le résultat qu'il faut. Alors Lamine Camara est un modèle de réussite des académies et de formation sénégalaise qui n'a pas d'envie, qui n'est pas complexé devant les académies de formation européennes, parce qu'on l'a vu vraiment dans cette Coupe d'Afrique, qu'il est à un niveau qui vraiment dépasse son âge. Un niveau élevé. Très élevé, une intelligence hors pair, une technicité vraiment c'est un talent pur, c'est vraiment une valeur qu'il faut vraiment observer dans 3-4 ans. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, dans 3 ans, il va vraiment valablement remplacer Sadio Mané dans le leadership technique de l'équipe. Et aussi, il ne faut pas oublier, il y a un jeune aussi sénégalais qui n'a pas été appelé par Aliou Cissé, c'est Amara Diouf aussi, qui est un peu comme Lamine Camara, qui ont joué ensemble au CHAN et à la Coupe du Monde U17 et U19. Et donc, lui aussi, il attend, puisqu'il y avait la presse sénégalaise qui s'est enflammée, pourquoi il l'a pas convoqué. Mais finalement, je pense que il a encore une marge de progression, justement. Peut-être on l'aura en 2025 lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu donc au Maroc. Et malheureusement, non pas malheureusement, heureusement, on aura sûrement l'équipe type aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Madame Ba, un petit mot par rapport à ces joueurs nominés. Est-ce que vous avez constaté sur ce tableau qu'on va revoir donc avec Alassane, est-ce que ceux qui sont là méritent carrément d'être Aliou Cissé en tant qu'entraîneur? Lamine Camara, Emiliano Soué, Jesus Owono, pour vous c'est logique? Oui, c'est logique. Normalement, le travail est toujours bien fait et toujours récompensé. C'est une manière déjà d'encourager à d'autres de faire la même chose. Nous savons tous que
Aliou Cissé, il a beaucoup fait côté, disons, entraîneur déjà, ce qu'il est. Et concernant son équipe, ce qui s'est passé lors de ces phases de poule, en ce qui concerne le joueur Lamine Camara et les 2 autres qui restent, c'est la même chose. Il faut forcément récompenser les gens qui ont beaucoup fait dans leur domaine, parce que si on n'arrive pas à récompenser réellement le talent, ça va pas encourager les autres à faire mieux. Voilà, donc la CAF donne beaucoup de sérieux à cette Coupe d'Afrique des Nations, les récompenses à chaque phase de poule, l'équipe type à chaque phase à élimination directe, ou entre autres en tout cas, et il va y avoir donc chaque équipe aura une prime de participation à chaque étape, à chaque 8e de finale, à chaque quart de finale, à chaque demi-finale et la finale. Donc c'est ce qui permet à l'équipe championne d'engranger plus de 7 millions de dollars pour son titre de champion, plus le trophée honorifique, et puis le perdant aura donc 4 millions de dollars. Il y a 4 ans, en 2019, donc le champion d'Afrique avait 4 millions de dollars. Donc ça a grimpé jusqu'à 7 millions. Donc c'est pour dire que... C'est justement ça. Moi je me dis aujourd'hui, il faut vraiment, s'il y a un autre trophée à décerner à la CAF, faut le faire, parce qu'aujourd'hui ils ont donné un contenu à cette Coupe d'Afrique, et ça devient une affaire de tout le monde, même pas les chiffres. Si vous vous analysez la Coupe d'Afrique du Cameroun et la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire, vous sentirez qu'ils ont vraiment... Il y a une différence. Ils ont tiré toutes les leçons de ces échecs. Et aujourd'hui, il y a une véritable révolution organisationnelle qui s'opère à la CAF. Si vous voyez toutes ces innovations du point de vue communication, visibilité, c'est des choses vraiment qui sont des trucs innovants. Alors moi, je me dis aujourd'hui, dans les récompenses, la CAF devrait être la première institution à être récompensée, parce qu'elle coordonne toute cette batterie d'organisations qui imbrique les engagements nationaux, qui imbrique les engagements privés, des partenaires, les exigences, les sponsors et tout. Et arriver à ce qu'on a arrivé, aujourd'hui, il n'y a pas assez de défaillance entre le dispositif organisationnel mis en place avec celui dont nous avons l'habitude de voir en Europe. Alors, le protocole, les cérémoniales. Moi, je me dis aujourd'hui que vraiment, il faut remercier et féliciter, décerner si nécessaire aussi une récompense à la CAF, qui est en train vraiment de nous rendre vraiment fiers d'être africains, et par rapport à la qualité de l'organisation, parce que de par le passé, on pensait que tout ce qui était mal organisé, tout ce qui était mal fait, c'était naturellement relevé de l'Afrique. Même aujourd'hui, vous voyez le nivellement, il n'y a pas assez d'écart entre, il n'y a même pas d'écart entre la forme d'organisation des événements sportifs en Europe et celle que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire, mais surtout c'est cette capacité à intégrer dans les activités annexes de cette coupe et que la Côte d'Ivoire a réussi. Toutes les personnalités qui ont une influence publique par rapport à leur domaine, sans pour autant se soustraire de leur domaine, ont parvenu à intégrer cet événement, les personnalités politiques, les personnalités culturelles, les comédiens, les artistes, tout le monde, les simples supporters. C'est ce qui a fait que Bleu Goudé a dit, tant que c'est pas fini, c'est pas la fin. Alors, ils sont là, c'est leur coupe. Alors, même si la Côte d'Ivoire est éliminée, ils vont jouer. Vous comprenez ça comme ça, tant que la Coupe d'Afrique n'est pas finie, c'est pas la fin. Donc, il dit que s'il le dit, c'est pas lié qu'à l'équipe. Ils sont là en train de faire leur Coupe d'Afrique. Alors, moi, je me dis que ça doit vraiment inspirer aujourd'hui l'Afrique, et tirer chapeau à la Côte d'Ivoire et surtout à la CAF qui coordonne tout ça et qui vraiment est en train de, comme je l'ai dit, qui va au plus détail près. Regardez le tout petit événement qui s'est passé sur l'heure du jeu, qui est l'incident Maroc-RDC, mais ils ont corrigé ça avec vraiment une chirurgie vraiment qu'il faut apprécier. Moi, je me dis que vraiment, félicitations. Bien. On veut vraiment avoir des CAN plus que ces CAN-là dans l'avenir en Afrique, et surtout des CAN qui vendent l'Afrique en dehors même du sport, lui. Parce qu'aujourd'hui, la CAN est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire, mais je suis en train de découvrir c'est quoi l'histoire de Yamoussoukro et Bouaké, Korogo, San Pedro, les autres parties économiques, les marchés, il y a eu des documentaires, il y a eu beaucoup d'autres événements
qu'ils ont projeté en profitant de cet événement qui fait qu'aujourd'hui, ça va dans les 10 années à venir ouvrir la Côte d'Ivoire au reste du monde. Moi, dans la sous-région, c'est un pays pour lequel je suis moins regardant, mais aujourd'hui, la Coupe d'Afrique l'a fait que personnellement, je suis en train de réfléchir comment je peux avoir des choses qui pourraient être associées et liées à la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est beaucoup plus sénégalais dans mes approches, mais je pense que la Côte d'Ivoire a des solutions, propose plus de bonnes solutions que le Sénégal. Alors, ça, c'est grâce à cette Coupe d'Afrique que je suis en train de me rendre à cette évidence. D'accord, on a peut-être dans sous peu voir deux barils du côté de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas au niveau de la FIF, on ne sait jamais, ou peut-être acheter un club de ce côté. Voilà, très bien. Alors, on a donc cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous promet énormément parce que c'est pas encore fini, les matchs à élimination direct commence dès demain, donc on va revoir donc le tableau de ces huitièmes de finale, justement très alléchante. Angola, Namibie, Nigeria, Cameroun, ça sera donc demain, et puis dimanche 28 janvier, Guinée Conakry, République de Guinée, la Guinée équatoriale, Égypte, RDC, et puis deuxième partie du tableau, on va donc voir lundi le Cap-Vert qui sera face à la Mauritanie. Sénégal, Côte d'Ivoire, deux matchs donc lundi et mardi aussi, deux matchs. Burkina Faso, Mali, la République démocratique du Congo. Est-ce que j'en ai parlé? Non, c'est le Maroc contre l'Afrique du Sud. Voilà, ça sera donc mardi le dernier huitième de finale. Et nous avons justement l'équipe type aussi, l'équipe type de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le gardien équato-guinéen Jesus Owono qui est donc qui est dans les buts, et puis Khalidou Koulibaly, Aïef Aguerd du Maroc et Achraf Hakimi du Maroc également qui sont au niveau de la défense, et Amrabat du Maroc également, Azzedine Ounahi, 4 joueurs marocains dans le 11 type, et puis Arthur Masuaku de la RDC, Lamine Camara, justement, meilleur joueur de cette compétition, en tout cas pour cette première partie, Gelson Dalla de l'Angola, et puis Emiliano Soué, qui de la Guinée équatoriale, Ismaïla Sarr du Sénégal. Voilà le 11 type de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous aurez l'opportunité de voir le tableau, le classement et tout ce qui s'ensuit donc avec Alassane Baldé, effectivement. Alors, qu'en pensez-vous de ce 11 type? Ils méritent ceux qui sont là? Oui, largement mérité. Hein. Moi, je me dis déjà ça aussi, c'est vraiment une innovation. Je pense que c'est les équipes qui ont eu la chance de se retrouver dans ce 11 type ont toute cette chance de se retrouver dans le carré. Donc aujourd'hui, moi je pense dans ma procédure, si je jouais au loto aujourd'hui, j'allais miser sur les 4 équipes. Majoritairement. Il y a le Sénégal qui en a 3, le Sénégal en a 4. Le Maroc? Ouais, en a 4. 4 joueurs. 4 joueurs. Il y a la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui en a 2. En a 2 et l'Angola 1. Voilà. Donc, moi, je me dis que, voilà. Je pense le Sénégal 2 aussi, hein. Le Sénégal 2, Guinée équatoriale 2, l'Angola 1, Guinée équatoriale 2. Non. Il y a 3. Donc, il y a Ismaïla Sarr pour le Sénégal, Lamine Camara également pour le Sénégal, Khalidou Koulibaly aussi, hein. Donc, 3 joueurs sénégalais. Et puis, le Maroc, Naïef Aguerd. Et puis, Soufiane Amrabat et Azzedine Ounahi et Achraf Hakimi. Donc 4 joueurs. 2 Guinéo-Équatoriens. 2 Équato-Guinéens et Emiliano Soué et le gardien de but. Donc un Angolais. Un Angolais, un Congolais de la RDC. Donc c'est pour dire qu'il faut compter dans le carré parmi 4 de ces 5 équipes, parce qu'il y a 5 équipes dans le carré. Moi je me dis qu'on a toute la chance de retrouver 4 de ces 5-là dans les demi-finales. Voilà, en tout cas, le Maroc bien représenté, hein, voilà, peut-être. Une logique respectée aussi, hein. Une logique respectée. Très bien, alors. Nous arrivons presque, hein, on va dire,
à la fin de cette émission. Et justement, on va une dernière fois voir le tableau des huitièmes de finale, puisque demain, nous serons là à partir de 14h, justement pour pouvoir analyser les matchs qui vont se jouer, l'Angola, Namibie, Nigeria, Cameroun, et ça sera donc demain. Et puis le dimanche, Guinée équatoriale, Guinée Conakry, la République d'Égypte jouera contre la République démocratique du Congo, et puis la deuxième partie du tableau, on va voir cette équipe du Cap-Vert qui jouera contre la Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Maroc, Afrique du Sud. Ça sera donc mardi. Pronostic pour les deux matchs de demain. Voilà, rapidement, Alassane, la première partie du tableau, puisque j'ai envie de voir peut-être pronostic de Madame Ba sur le match Angola, Namibie, Nigeria, Cameroun. Rapidement. Oui, allez-y, non, mais elle est en train de regarder. Moi, je pense qu'Angola, le premier match, a la chance de remporter. D'accord. Et Cameroun. Est-ce que vous avez un score à donner? Non? Non, je ne maîtrise pas beaucoup. D'accord. 2-0, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop suivi. Et Nigeria? Le Cameroun va battre le Nigeria demain. C'est sûr? C'est sûr. Et donc, il faut noter aussi que Vincent Aboubakar et Clinton G sont déjà de retour dans le groupe de cette équipe du Cameroun. Voilà, justement. Et Rigobert Song a dit en conférence de presse après match contre la Gambie qu'il est un jeune entraîneur. Il est là à apprendre petit à petit chaque fois qu'il y a une défaillance, qu'il y a une erreur, qu'il apprend. Donc il faut lui donner le temps pour pouvoir, n'est-ce pas, construire une équipe. Et dans les 3, 4, 5 prochaines années, vous verrez le vrai visage de Rigobert Song en tant qu'entraîneur. En tout cas, c'est ses propos. Oui, moi, je pense que c'est logique, il faut respecter. Vous savez, aujourd'hui, à la différence de notre entraîneur, les Rigobert Song ont cette grande culture du leadership, parce qu'il a été longtemps capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Leader du Cameroun. Du Cameroun, je m'excuse. Et il a été leader incontesté de cette équipe nationale pendant tout le temps qu'il a eu. On voit même quand il était jeune, on voit tout ce qu'il fait, il le fait avec le cœur. Donc ça dénote sa progression. Alors aujourd'hui, il se connaît très bien dans cet environnement. C'est pas à l'image de la Guinée. C'est vrai, Kaba a joué pour la Guinée, mais Kaba n'a pas joué ce rôle déterminant au sein du leadership local. Et il n'a joué qu'une seule Coupe d'Afrique. Donc, moi, je me dis que c'est pas les mêmes personnages aujourd'hui. Et ensuite, il faut reconnaître que Rigobert Song est entouré. Et puis, il a son modèle qu'il est en train de tester. Et puis, il ne faut pas comprendre une chose, la Côte d'Ivoire, le Cameroun est différent des autres pays africains. Quand nous rentrons dans les matchs, dans les phases de box-to-box, ce sont des équipes qui jouent avec le cœur. Quand la tactique ne marche pas, vous voyez une équipe camerounaise qui vraiment c'est agressive, qui va à la brutalité à terme, s'il faut le dire comme ça, pour arracher ce qu'ils cherchent. Je pense que c'est ce qui manquait dans les phases de groupe et ce qu'on a retrouvé avec le Cameroun contre la Gambie. Donc ne soyez pas surpris que le Cameroun revienne à la surface. Pourquoi ne pas se retrouver dans le carré des demi-finales. Aujourd'hui, moi je me dis que ce sont des entraîneurs à protéger en Afrique, parce que c'est des gens qui ne trichent pas. Faut le reconnaître comme ça, ils ne trichent pas. Alors ils sont honnêtes et francs avec eux-mêmes, ils mettent du sérieux dans tout ce qu'ils font. S'ils sont en mal, ils reconnaissent le mal. S'ils sont en bien, ils reconnaissent le bien. Alors, ils incarnent cette fierté africaine, parce que c'est des gens qu'on a vus depuis plus d'une dizaine d'années, une vingtaine d'années, arborer les tuniques sur les stades, sur les pelouses. Ils ont cette légitimité qu'il faut accepter et respecter, et surtout encadrer. Même si le Cameroun sortait aujourd'hui, il faut faire comme Aliou Cissé et puis travailler sur la durée et lui donner cette chance de reconstruire une équipe jeune camerounaise. Très bien, voilà. Donc Aliou Cissé aussi, c'est le même cas. Il a été leader avec cette équipe, cette génération de 2002, voilà, qui a été quart de finaliste du mondial, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 du côté du Mali. Pronostic ou pas, non? Et Angola, Namibie, 1-0 pour l'Angola. Ah bon? Oui. D'accord. Et Cameroun, Nigeria, 1-0 aussi pour
Cameroun. Ah, d'accord. Et de passage, je souhaite un prompt rétablissement aux journalistes qui sont blessés. Voilà, justement, ils ont entendu s'ils nous suivent, hein, justement, puisque on a notre envoyé spécial là-bas, Amidou Bangoura, qui suit nos émissions avec nos confrères, hein, du côté donc de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Paris. Oui. Ça a été un très réel plaisir, hein, d'être avec vous, avec votre expertise. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à votre côté. Voilà. C'est vraiment un plaisir qui me permet moi aussi de vivre cette CAN à distance, ouais. Mais ça me permet de me retrouver dans la compétition malgré que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Voilà, alors vraiment, très bien. Je vous remercie vous aussi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Madame Ba. Il faut être régulière. Voilà, sur ce plateau. C'est très important. Voilà. Fais-lui montrer à l'écran, mon cher ami, parce qu'elle doit être régulière. Voilà, allez, vas-y. Mais voilà. Très bien. Merci à tous de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne.